Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo de la chaîne en physique. On continue avec la méca. En fait, aujourd'hui, c'est encore de la cinématique, c'est-à-dire l'étude du mouvement. Donc, dans la première vidéo de la chaîne, j'ai présenté en fait les bases du chapitre. La première vidéo, elle est importante si vous n'avez pas vu la première vidéo ou des vidéos qui ressemblent, ou si vous n'êtes pas familier avec le concept que la vitesse c'est la dérivée de la distance en fonction du temps, qu'on peut retrouver la distance en intégrant la vitesse, que en terminale on va chercher en fait à comprendre l'évolution d'un système en fonction du temps grâce à des fonctions qui en fait expriment les différentes caractéristiques, les différents paramètres d'un objet, c'est-à-dire sa vitesse, sa position et son accélération en fonction du temps. Je vous recommande de voir la première vidéo ou n'importe quelle autre vidéo ou n'importe quel cours qui vous permettent de le comprendre mieux. Parce qu'aujourd'hui, on va commencer d'attaque sur l'accélération. Donc, c'est parti mon petit. Dans la première vidéo, on a vu quelque chose d'essentiel. On a vu que la vitesse, c'est la dérivée de notre vecteur OG en fonction du temps. Vecteur OG qui nous donne la position de l'objet. La vitesse, c'est la dérivée de la position du point G dans un repère en fonction du temps. Maintenant, on va attaquer l'accélération. C'est quoi l'accélération? Donc l'accélération, c'est A. Déjà, c'est pas mal. L'accélération, c'est quoi? Pour beaucoup d'entre vous, c'est assez intuitif. Vous dites, ouais, c'est quand la vitesse augmente ou c'est quand la vitesse diminue. Effectivement, l'accélération, c'est la variation de la vitesse en fonction du temps. Et là, je vais établir une analogie très importante. Et si vous avez bien compris ça, ce que je vais dire juste maintenant, ça va sembler très très évident. La vitesse, ça nous informe sur le changement de position en fonction du temps. L'accélération, ça nous informe sur le changement de vitesse en fonction du temps. Vous voyez ce que je veux dire? L'accélération, ce n'est rien d'autre que le changement de vitesse en fonction du temps. C'est la dérivée de la vitesse en fonction du temps. De la même manière que la vitesse, c'est la dérivée de l'accélération, de la position en fonction du temps. Du coup, je vais utiliser exactement la même notation. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse en fonction du temps. Bim, c'est bon, on a fini le chapitre. Non, je rigole. Il faut expliquer ce que ça veut dire. Il faut expliquer comment on peut l'utiliser. Et je vais mettre en fait dans cette vidéo en place toutes les bases nécessaires pour qu'on passe au dernier chapitre de cinématique dans la prochaine vidéo, les équations horaires. Vous allez voir ce que c'est que les équations horaires, c'est trop kiffant. Enfin, moi j'aime beaucoup et c'est hyper rare. Bon, je me tais. Du coup, qu'est-ce que ça veut bien dire ça? Premièrement, déjà, vous remarquez que l'accélération, que la vitesse, c'est la dérivée de l'accélération et que la distance, c'est la dérivée de la vitesse. Donc si jamais vous êtes un peu en kiff, on peut écrire que l'accélération, ce n'est rien d'autre que la dérivée seconde de la distance en fonction du temps. Effectivement, c'est la dérivée de la dérivée de la distance. L'accélération, ça nous informe sur des changements de la position. C'est un lien qu'on ne va pas beaucoup exploiter en terminale parce que souvent on passe d'abord par la vitesse pour retrouver la distance. Mais donc en fait, ça sert à quoi cette formule? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'accélération? Comment on l'utilise? Blablabla. Bla bla bla. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En fait, souvent dans les exercices et souvent dans la vie, vous n'avez pas beaucoup d'informations pour résoudre les problèmes. Et votre but, c'est de trouver plus d'informations pour donner la réponse. En fait, c'est ça un exercice. On vous donne une quantité limitée d'informations et vous avez des formules, des principes, des règles, des lois, toutes ces histoires. Et vous devez en fait extraire à partir des peu d'informations qu'on vous donne au début de l'exercice, plus d'informations en utilisant les différents concepts que vous avez vus durant le chapitre. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. En fait, cette formule-là, ça sert à trouver la vitesse et ensuite la position d'un objet quand on ne connaît que l'accélération. Voilà ce que ça veut dire. Souvent dans les exercices et dans la vie en général, on ne connaît que l'accélération et on cherche en fait à déterminer la position de notre objet. Du coup, prenons une voiture. Ouais, j'aime bien les voitures. Même disons que c'est Lewis Hamilton. Ouais, j'aime bien Lewis Hamilton. Imaginons on a Lewis Hamilton, et ça le carré là, le plan, c'est juste une sorte d'énorme parking
infini dans lequel Lewis Hamilton il peut aller super vite en Formule 1. Voilà ce que c'est. Donc on a Lewis Hamilton qui se trouve à l'origine, au point 0. Ici on a notre axe X et notre axe Y. Et disons pour un moment que Lewis Hamilton s'appelle Gustave, comme ça je peux le placer au point G. Donc Lewis Hamilton se trouve sur le parking, enfin Gustave Lewis Hamilton se trouve sur le parking. Et il va en fait écraser la pédale. Voilà, il va faire il va partir en ligne droite, il va pas toucher le volant parce que sinon ça va commencer à nous compliquer la vie. Donc il est sympa Gustave Lewis Hamilton, et juste il va tout droit. Et la seule chose qu'on sait, c'est qu'il accélère à fond sur la pédale, et que le modèle de voiture qu'il a, la Mercedes Formule 1, elle a une accélération, un truc raisonnable, 10 mètres secondes moins 2. C'est peut-être pas du tout le cas, mais c'est vachement pratique de travailler avec des 10. Du coup, l'accélération de Lewis Hamilton est de 10 mètres secondes moins 2, et je viens de me rendre compte de quelque chose, je viens de mettre en avant les unités de l'accélération, et en fait c'est quelque chose d'essentiel. Pourquoi ? Parce que ça permet de mieux comprendre le lien entre vitesse, accélération et position. La position, elle est en mètres. Et en fait, on divise cette position par des secondes pour retrouver la vitesse, en mètres secondes. Parce que la vitesse, ce n'est rien d'autre que la position par unité de temps. De même, l'accélération, c'est la vitesse en mètres secondes moins 1, divisé par des secondes. Parce que l'accélération, ce n'est rien d'autre que la vitesse par unité de temps. Voilà ce que ça veut dire. Donc l'accélération s'écrit en mètres par seconde moins 2, enfin mètres seconde moins 2, ou mètres par seconde carré, et ça illustre encore une fois le lien intime qu'il y a entre vitesse, accélération et distance. Du coup, on ne connaît pas la direction dans laquelle Hamilton part, on ne connaît pas sa position au départ, la seule chose qu'on sait c'est qu'il accélère à fond à 10 mètres par seconde. Vous savez quoi ? Non, c'est bon, on est en terminale, on peut être théorique. On sait que son accélération, A de t, est égale à K. Et pour faire simple, on ne va pas encore s'amuser à utiliser des angles. Ça, on le fera dans la troisième vidéo pour les équations horaires. Ça sera encore un niveau de difficulté en plus. Si j'introduis des angles directs, je vais embrouiller tout le monde. Donc du coup, la seule chose qu'on veut savoir, c'est de trouver un moyen de connaître la position de Hamilton à n'importe quel moment. On a en fait suffisamment d'informations pour trouver la position d'Hamilton à n'importe quel moment. Genre si on veut le shooter avec un sniper non, c'est un peu violent. Si on veut faire un pit stop pour lui changer ses roues, on a besoin de prévoir sa position à n'importe quel moment. Et du coup, on va essayer de comprendre comment utiliser ces deux formules-là pour retrouver la position de M. Gustave Lewis Hamilton à n'importe quel moment. Alors, on va diviser son accélération en deux composants. On sait qu'il a accéléré, mais on ne sait pas, en fait, on ne sait pas dans quelle direction. Donc on va dire que Lewis Hamilton possède une accélération x en fonction de x et une accélération en fonction de y. Et on va dire que son accélération en fonction de x vaut k1 et que son accélération en fonction de y vaut k2. Et vous vous rendez compte qu'il y a bien un lien entre la valeur générale de notre accélération k et les sous-composants de l'accélération k1 et k2. Parce qu'en fait, ça forme un triangle rectangle. L'accélération de Hamilton selon x et l'accélération de Hamilton selon y, ça nous donne l'accélération de Hamilton selon le total. Et en fait, ça forme un triangle rectangle. Si on reporte cette petite flèche ici, ça nous fait un triangle rectangle. Et du coup, le K1 au carré plus K2 au carré, ça nous donne K total au carré. Donc là, c'est un bref aperçu de ce qu'on va faire dans les équations horaires. En fait, on va utiliser différents angles pour reconstruire en fait, les accélérations partielles en fonction de x et de y à partir de l'accélération totale. Genre, c'est des cas plus pratiques, mais si on nous dit que Hamilton est parti avec un angle de 30 degrés par rapport à l'axe des x, avec une accélération totale de 12 mètres par seconde, et bien là on peut retrouver précisément les valeurs K1 et K2, et donc en fait avec ça on a déjà tout ce qu'il faut pour retrouver sa position, sauf sa position initiale. Du coup, le fait que l'accélération totale est égale à K, on vire vu qu'on n'en a pas besoin pour le moment, et on va utiliser simplement la même chose qu'on a fait dans la dernière vidéo.
Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on avait dit que si une fonction f de x était inconnue, mais qu'on savait que sa dérivée f' de x est égale à une constante k, ça veut dire que f de x est égal à kx plus c. Pourquoi? Parce que la dérivée de kx, c'est k, normalement ça en terminale, et la dérivée de c en fonction de x, c'est 0, parce que c'est une constante. La constante n'influe pas en fait sur les variations de f. Donc du coup, elle n'est pas reportée dans la dérivée. Du coup, on va faire exactement la même chose vu qu'on sait, d'après cette formule, que v, c'est la dérivée de a. Comme v, c'est la dérivée de a, comme la vitesse, c'est la dérivée de l'accélération en fonction du temps, on sait que on peut retrouver de manière assez intuitive les valeurs de vx en fonction de t et de vy en fonction de t. C'est juste k1t plus c1 et k de t, k2t, c'est pas k2de, hein, c'est k2, k1t et k2t plus c2. Voilà. Et du coup, ça c'est juste parce que si on dérive la vitesse, on retombe sur les formules de l'accélération. Et du coup, maintenant, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a la vitesse de Hamilton. On connaît à n'importe quel moment la vitesse à laquelle il se déplace. Si en fait, à un moment, il fait attention, la piste est mouillée, est-ce que Hamilton va bien? Quelle est sa vitesse? Et on peut lui donner la vitesse à n'importe quel moment en fonction du temps. Si on lui dit, si on reçoit l'appel une demi-heure après le départ, on pourra lui donner la vitesse précisément grâce à cette formule. Mais vous avez vu la dernière fois que si on connaissait la vitesse, on pouvait retrouver la position. Et c'est exactement ce qu'on va faire. C'est trop kiffant, pas vrai? Du coup, là, on va reprendre la primitive de la vitesse comme on l'a fait la dernière fois, mais il va y avoir en fait une légère nuance. La dernière fois, la vitesse était constante. Maintenant, la vitesse augmente de manière affine. Du coup, on va reprendre notre exercice avec les fonctions en rouge. Si on a une fonction f de x de type inconnu encore une fois, et on sait que cette fonction f de x se dérive en une fonction affine, kx plus c. Quelle est notre fonction de départ? Qu'est-ce que je dois dériver pour tomber sur kx? Déjà, qu'est-ce que je dois dériver pour obtenir x? Si je dérive x carré, j'obtiens 2x. Si je dérive 1 demi de x carré, j'obtiens x. Si je dérive 1 demi de x carré fois k, j'obtiens kx. Du coup, en fait, notre fameuse fonction, c'est 1 demi de x carré fois k. Du coup, en fait, c'est juste, on va l'écrire mieux, c'est en fait k sur 2 fois x carré, plus, qu'est-ce que je dois dériver pour obtenir c? Si je dérive x, j'obtiens 1. Si je dérive c fois x, j'obtiens c, plus cx, plus une constante qu'on va appeler, je sais pas, donnez-moi un nom, w, j'aime bien w, plus w. Pourquoi? Parce que cette constante, quand on la dérive, elle n'apparaît pas dans la dérivée. On ne sait pas s'il y a une constante ou pas. Du coup, quelle va être la forme de la position en fonction du temps? C'est un polynôme de degré 2 de type k sur 2x carré plus cx plus w. Voilà. Du coup, calculons directement la position de monsieur Lewis Hamilton. OGX en fonction de t, c'est, on l'avait dit, k1 sur 2t carré plus c1t plus w1. Et sa position en fonction de y, c'est OGY de t égale k2 sur 2t carré plus c2 fois t plus une w2. Et maintenant, bingo, on a la position de Lewis Hamilton. Je vais mettre en évidence deux petites choses avant de finir la vidéo et de vous laisser tranquille. La première chose, c'est le lien entre les constantes K1, C1, W1, K2, C2, W2 et la position initiale de monsieur Gustav Lewis Hamilton. En fait, vous voyez que au temps égale 0. Si on met t égale 0, prenez la position en fait prenez les équations. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les équations horaires. On vient de faire en fait une version légèrement simplifiée des équations horaires et on verra le reste.
dans la vidéo à travers en fait, un véritable exemple. Du coup, si monsieur Lewis Hamilton, genre au départ, le temps est égal à 0, on est d'accord que le temps est égal à 0 au départ. Du coup, t carré, ça fait 0, k1 sur 2 fois t carré, ça fait 0, t, ça fait 0, c1 fois t, ça fait 0, donc k1 sur 2 fois t carré plus c1 fois t, ça fait 0. Du coup, au temps égal 0, la position de Lewis Hamilton, au temps égal 0, la position x de Lewis Hamilton, c'est W1, et la position y de Lewis Hamilton, c'est W2. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Au temps égal 0, W1 et W2, ce sont les coordonnées de Lewis Hamilton. Ce qui veut dire qu'en fait, si là on est au temps égal 0, ici on a W1, ici on a W2. En fait, W1 et W2, ce sont la position initiale de monsieur Lewis Hamilton. Donc du coup, en fait, dans les équations horaires, souvent on va tomber sur ce genre de formule assez abstraite. On connaîtra certainement l'accélération, donc k sera remplacé par un 5, mais on sera là avec notre c1 fois t plus W1, sauf que on peut retrouver ce W1 et ce W2 parce que ce sont les positions initiales de Lewis Hamilton. Et en fait, on peut même faire la même chose avec la vitesse. Regardez. Au temps t égale 0, k1 fois t égale 0, k2 fois t égale 0. Donc la vitesse de Lewis Hamilton, en fonction de x, c'est c1, et en fonction de y, c'est c2. On est d'accord que au temps égale 0, que au temps t égale 0, il a c1 de vitesse ici, et il a c2 de vitesse ici. Vous me suivez? Donc en fait, les constantes qu'on met en fait dans ces équations, ce ne sont rien d'autre que les conditions initiales de notre Lewis Hamilton. Si Lewis Hamilton avait déjà une vitesse quand il est parti et qu'il n'était pas à l'origine, on aurait pu en fait remplacer nos constantes dans cette équation et il ne nous manque que à connaître la valeur de l'accélération et on peut savoir avec des chiffres précisément où se trouve Lewis Hamilton à n'importe quel moment. La deuxième chose que je veux mettre en avant, juste pour dire ça vite fait, c'est en fait la relation en fait, sur un graphique entre vitesse, accélération et distance. Si on a, je vais prendre un verre. Si on a l'accélération en fonction... Non, pourquoi j'ai mis x? Excusez-moi, c'était... Donc si on a en fonction du temps une accélération qui est constante, normalement chaque personne devrait avoir une droite. L'accélération est égale à k. Ouais. La vitesse, on avait vu, elle augmente de manière linéaire, c'est-à-dire c'est une fonction affine. On a affaire à kx plus c. Donc imaginons que Lewis Hamilton a une vitesse initiale. Voilà la vitesse de Lewis Hamilton en fonction du temps, de par le fait que son accélération est constante. Et du coup, donc en noir, c'est la vitesse, et en rouge, on va marquer la distance. Vous avez vu que la distance augmente de manière carrée, de manière quadratique. Donc supposons qu'il ait une distance, une vitesse, une position initiale. L'évolution de la position de Hamilton prend cette forme-là en fonction du temps. Voilà. Et ça, c'est D. Voilà le lien en fait entre accélération, vitesse et distance. Et vous voyez qu'à une accélération constante, la vitesse augmente très vite. Ce qui se passe, c'est que y a des frottements. Au bout d'un moment, Lewis Hamilton il commence à frotter avec le sol, à frotter avec l'air, et du coup en fait son accélération diminue, et il diminue jusqu'au point où quand il arrive à sa vitesse maximale, il arrive jusqu'au moment, quand il arrive à sa vitesse maximale, c'est-à-dire que son accélération est égale à 0, vu que sa vitesse reste constante. Si son accélération est égale à 0, sa vitesse reste constante, il atteint sa vitesse maximale, et donc en fait sa distance augmente maintenant de manière linéaire. Ça, c'est un autre cas de figure qu'on va voir plus tard, mais normalement, en terminale, on ne voit pas l'évolution de l'accélération. On voit différents scénarios pour différentes accélérations, mais on ne voit pas l'évolution de l'accélération en fonction du temps. On ne vous dira jamais l'accélération suit un motif, je sais pas, je suis cette fonction, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut intégrer en fait, deux fonctions à partir d'une fonction déjà qui évolue en fonction du temps, c'est-à-dire qu'on aura certainement soit des fonctions d'ordre 3 pour la distance, soit des fonctions avec de l'exponentielle pour la distance, parce que c'est souvent l'exponentielle qu'on utilise pour faire ce genre de truc décroissant. Du coup, normalement, l'accélération est toujours constante dans les exercices que vous utilisez.
que vous allez rencontrer. Cette vidéo, encore une fois, elle est archi longue. Je pense qu'elle est quand même pas mal plus simple que la première vidéo, en fait, d'un point de vue conceptuel. J'espère que ça vous a aidé. Franchement, j'espère vraiment que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a plu aussi. Si ça vous a plu, partagez la vidéo, faites partager vos copains. Et merci beaucoup. À bientôt. On se revoit pour une dernière vidéo sur un cas plus pratique pour ce qu'on appelle les équations horaires.